Oui, bonjour à tous, bienvenue sur C8, je suis ravi d'être avec vous. Bon, j'étais en train de cacher le petit café de notre invité qui est avec nous, qui est très coquin. Je vais vous le dire, il s'appelle Henri-Jean Servat. Il est là. Non mais c'est vrai, c'est un petit peu coquin parce que vous avez une photo de moi. Ah oui, tout à fait. En coulisses. On a enregistré un jour une émission. Oui. Vous ne faisiez que je ne sais quelle manœuvre. Je ne sais pas si vous passiez à la Grande Eugène, je ne sais pas ce que vous prépariez ou quoi. Mais je vous ai vu quasiment dans le plus simple appareil. Ben oui, parce que en fait, j'étais en train de me changer, vous êtes rentré dans ma loge. Oui, mais il ne fallait pas la laisser à porte ouverte. Enfin bon, quand même, vous rentrez dans la loge sans prévenir. Et donc, du coup, il s'est pas contenté de rentrer, il a fait une petite photo. Oui. Et donc, du coup, je suis en... J'ai dû la porter. Mais je peux vous l'envoyer si vous voulez. Ah non, j'en veux pas du tout. Vous allez me supprimer ça. Et à chaque fois qu'on se voit, il me dit « Ah, au fait, j'ai toujours la petite photo dans mon portable. » C'est pas grave, vous inquiétez Bon, pas. parfait. Allez, Cadeau. Cadeau, mais vous la gardez pour vous. Il a du dossier Henri-Jean Servat, pas que sur moi, sur plein de personnalités. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, parce qu'il sait parler à tout le monde. C'est l'ami des stars, c'est vrai. On avait d'autres Jean-Claude Brialy, maintenant on a Henri-Jean Servat. On va parler avec vous de évidemment cette carrière. Mais juste avant, parlons de Robert Hossein, si vous le voulez bien. Bien sûr. C'est votre actualité. Robert Hossein, un homme de bien. Préface de Candice Patou. Candice Patou qui est sa femme. Moi, j'ai adoré, je veux dire, quand j'étais gosse, le premier film que j'ai vu, c'est Angélique Marquise des Anges. La première actrice que j'ai aimée, c'est Michel Mercier. Le premier acteur que j'ai aimé, c'est Robert Hossein. Et j'ai eu la chance de devenir ami avec l'un et l'autre et de tutoyer Jeanne Moreau, de tutoyer Elsa Martinelli, la terre entière, Sophia Loren, Lolo Brigida. Mais toute ma vie, j'ai vu voyer Robert Hossein et Michel Mercier. Et j'ai voulu, parce que je trouvais qu'il était parti, mais qu'on n'en parlait plus tant que ça, alors qu'il rassemblait des foules et des millions de gens au Palais des Sports, au Palais des Congrès. Moi, je me souviens quand il faisait son spectacle sur Jésus, les apôtres étaient à genoux au milieu du plateau et la foule entière descendait se mettre à genoux pour croquer un morceau de pain avec les apôtres. Ouais. Donc c'est quelqu'un, il a changé le théâtre, moi il a changé ma vie parce que je l'ai vu extrêmement généreux, je l'ai vu, Robert, offrir son manteau à des gens, je l'ai vu payer des repas, oui. J'ai vu faire plein de choses de générosité, il était fou. Le théâtre, il criait comme ça, il était fou, il s'emballait, il était passionné, généreux. On lui doit énormément de chefs-d'œuvre. Mais bien sûr. Quel avis il avait sur ce sketch des Inconnus qui lui avait rendu hommage? Est-ce que vous le savez, ça? Mais non, il était fâché avec personne. Ouais. Ça l'avait amusé? Oui, il avait le sens de l'humour. Et puis, alors que c'est quelqu'un qui était a priori pas, l'image n'est pas drôle parce que il a jamais fait de comédie, il n'a jamais été drôle à l'écran, il n'a jamais joué dans un film amusant ou comique. Mais il aimait assez qu'on suive de sa pure. Et puis il était assez content aussi de son statut d'empereur du théâtre, de personnalité incontournable. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et que les gens, je vois qu'ayant écrit ce livre, beaucoup de gens me parlent de lui avec sympathie, admiration, parce qu'il a, vous savez, il a donné une ferveur. C'était pas, il y a beaucoup de ces acteurs, ils viennent, ils ont l'impression qu'ils mettent, ils viennent pointer, récupérer de l'argent et tout et tout. Il est mort, il n'avait pas d'argent, mais il avait une passion, une fièvre, une foi qui soulevait des montagnes. C'est ça que je trouvais formidable chez lui. Vous aimez raconter les histoires. On avait un supplément d'âme avec lui, c'était extra. On partait il voulait faire des spectacles au Festival d'Avignon avec des Cosaques, il voulait que les Cosaques arrivent, sautent les remparts, il voulait bien sûr. Le Festival d'Avignon, on n'en voulait pas, mais il était fou, fiévreux, fébrile, frénétique, et j'avais une adoration, et j'ai toujours une adoration profonde. On le sent, parce que votre manière de parler de lui, vous êtes toujours comme empris, quand vous parlez d'une personnalité qui a compté dans votre vie, Henri-Jean Servat, c'est toujours en vous. Voilà. Robert Hossein, un homme de bien. Voici ce livre à vous procurer, chers amis, avec une très belle préface de sa compagne. Alors, cher Henri-Jean Servat, passons à votre cas à vous, avec le portrait. C'est parti. Allez, on part à Montpellier, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est bien ça? Petit Montpellierin? Montpellierin, on dit Montpellierin. Papa, il est industriel de province. Oui. Et maman? Elle me fait lire Maupassant. Maman, femme au foyer. Voilà. Frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et un frère. Une sœur et un frère. Content du parcours de leur frangin? Non, alors, ma famille, je n'ai jamais été... D'abord, j'ai fait des études de lettres formidables, je très bien. Ah oui, Hippocagne, j'ai vu, Cagne. Oui, mais les histoires à la télé, tout le monde s'en fout complètement. Ah ouais, c'est vrai? Oui, complètement. Alors là, je veux dire, même au contraire, on éteignait la télé quand... Mes parents me disaient toujours, fais quelque chose de beau dans ta vie, fais quelque chose d'intelligent, soulève des montagnes. On se foutait éperdument, alors ça, je vous garantis. Ah, c'est marrant, des émissions de télé, ma famille s'en foutait complètement.
Mais mes parents étaient chics, parce que je veux dire, quand la télé, c'était pas... C'est un milieu très... Enfin, je crois c'est pas modeste du tout, si je me trompe. Non, c'est pas non plus top, mais c'était bien, quoi. C'était Ouais. bien, voilà, c'était bien. Non, mais c'était des gens qui... Ils m'aimaient bien, mais ils m'aimaient pas parce que je faisais le coup à la télé, ils s'en foutaient complètement, quoi. Alors, des fois, quand on a, voilà, on est pris dans un cercle comme ça, en l'occurrence, là, c'est le cercle médiatique, et puis c'est aussi les grandes personnalités, c'est parce qu'il y a une faille dans l'enfance. Est-ce que vous en avez eu une, vous, Henri Jean Servat? Non, non, pas du tout. Non, 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 j'adorais mes parents. Je sais pas ce que c'est qu'une histoire de famille, je sais pas ce que c'est que des parents qui crient ou qui hurlent ou qui se disputent. Et en plus, mes parents, vous savez ce que mes parents faisaient? Mes parents étaient des gens vraiment catholiques, bon teint et tout. On emmenait avec nous des gosses pauvres en vacances. Il y avait des pauvres gens qui étaient malheureux. Ouais. On les mettait, on les emmenait au bord de la mer, parce que j'habitais un moment après, j'habitais en Lorraine, j'habitais quoi. On emmenait des gosses avec nous en vacances. Et alors, des fois, ça se passait bien, parce que les gosses étaient gentils. Des fois, on tombait sur des teignes qui nous emmerdaient, ma sœur et moi. Mais mes parents, c'est le côté catho de ma mère. On emmenait on leur faisait profiter de la mer, quoi. Voilà, ça avait un côté... Est-ce que vous avez pu faire rencontrer ces grandes personnalités avec qui vous avez été amis? Je parle par exemple de Brigitte Bardot ou encore d'Alain Delon. Je crois que vous préparez d'ailleurs quelque chose avec Oui. lui. Est-ce que vous avez pu les faire rencontrer à vos parents? Ah non, mais mes parents s'en fichent, ça ne les intéressait pas du tout. Ah d'accord, ça les intéressait même pas ça? Ah non, non, Parce mes que moi, parents... ma mère, je lui présente Alain Delon. Non, mes parents s'en fichent. Mes parents auraient aimé rencontrer De Gaulle, mes parents auraient rencontré le pape, mes parents auraient aimé rencontrer Mère Teresa, mais mes parents se foutaient perdument de rencontrer les actrices de cinéma, ça ne les intéressait pas du tout. Alors, on va s'attarder sur un sujet qui m'intéresse vous concernant, c'est l'amour, hein, Henri Jean. Ah, je vois la tête qui tourne, là. Non, pourquoi non? Vous avez Vous n'avez pas des révélations à faire? Non, pour vous et moi? Ben, le jour, on va l'annoncer quand même. Il faudra qu'on vous l'annonce, chers amis. Mais pour l'instant, restons secrets. Alors, qui a eu avant moi, Henri Jean? C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Je dirais que vous êtes très discret par rapport à ça. Mais non, je considère que ça me regarde moi, ça regarde personne. Est-ce que vous êtes en couple avec une personnalité, par exemple? Non, pas du tout. Non, non, Jamais. Non, non. Si, ça m'est arrivé. Ah, j'en étais sûr. Une personnalité de télé. Je sais, jamais su, j'ai jamais raconté, mais je trouve que les gens s'en fichent. Je veux dire, moi, honnêtement, non, pas moi, du tout, je me Jean. fiche même des liaisons des gens, je m'en fous. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi ma vie intéresserait les gens à ce point de vue-là. Ben, moi, ça m'intéresse. Il faut pas. Vous ne vous sortirez pas de cette affaire comme ça, Henri Jean. Non, mais sincèrement, oui, vous avez vraiment été avec une personnalité, ça c'est vrai. Oui, mais bien sûr. Combien de temps? Ça s'est jamais su, mais ça s'est jamais su. Je n'ai pas voulu que. D'accord. Puis surtout ce que j'ai passé, ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Beaucoup voyagé. J'ai passé. D'abord, j'étais étudiant aux États-Unis pendant 4 ans, pendant longtemps. J'étais dans une université américaine qui était la plus friquée de l'université américaine. J'avais obtenu une bourse. J'étais en classe, il y avait les 2 filles du président Nixon, il y avait le petit-fils de Eisenhower et il y avait le fils de Grace Kelly, si je veux dire. Voilà. C'est du lourd. Donc c'était chic, c'était une université qui s'appelle Amherst, c'était l'université la plus chic qui existe aux États-Unis. Donc après j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Vous n'avez pas trop eu le temps de... Si, j'ai eu le temps, mais je veux dire, j'ai surtout fait ce qui me faisait plaisir à faire. J'ai pas voulu faire. Alors plaisir, d'accord, mais l'envie d'avoir un enfant, Henri Jean, ça peut arriver aussi. Mais à un ça. moment, j'avais tenté d'adopter j'avais été parrain d'enfants. Je crois que ça s'appelait les enfants du Mékong, ça s'appelait quoi? Mais ça m'était tellement. C'était un peu compliqué, c'était un peu difficile. Et puis bêtement, vous savez, on laissait passer le temps. Et puis après, le temps ne s'arrêtait plus, quoi. Donc je me suis rabattu, si j'ose dire, quoi. J'ai adopté beaucoup de chiens. Je vis, ce sont marrant, des êtres d'accord. vivants et j'ai une armada d'animaux que j'ai adoptés, que j'ai sauvés j'ai racheté avec Brigitte Bardot, Michel Drucker et Dany Saval, on a racheté des manades de chevaux dont les propriétaires avaient fait faillite et qui étaient saisis par les maquignons pour empêcher les chevaux de partir à l'abattoir. D'accord. Mais c'est marrant, On l'a fait souvent, ça. ce transfert que vous faites, parce que vous me dites que vous avez quand même eu un moment où vous avez eu envie d'avoir un enfant. Oui, Vous vouliez adopter quand même. Oui, j'ai eu envie. Et puis Et le chemin est je l'ai très pas long. fait. Et puis le chemin est long, difficile. Peut-être je me suis découragé. Et puis il y avait, je veux dire, les animaux sont entrés dans ma vie et sont entrés dans ma vie Ouais. de façon totale, de façon Sur votre chemise. Sur mon pantalon. Il y a des petits cercles. Qu'est-ce que vous avez sur le pantalon? Non, j'ai des pantalons avec des cheveux pour les... Ah, oui, bien d'accord. sûr, mais bien sûr. Non, mais je trouve que la passion des animaux, c'est une passion tellement exclusive. Et j'aime pas les animaux pour faire le chien-chien à son pépère ou le chien-chien à sa mère, c'est pas ça que j'aime. Ce qui me bouleverse, honnêtement, mais ce qui me bouleverse au-delà de tout, c'est le mauvais traitement qu'on peut faire, la maltraitance. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je trouve impardonnable, notamment la saloperie de corrida, je veux dire, qui ne devrait pas exister. On ne devrait pas martyriser. Je vais vous en reparler tout à l'heure, parce que vous avez fait Voilà, tout à une l'heure. sacrée séquence avec Isabelle Lévy, que je vais
me fera plaisir de vous repasser tout à l'heure. Ah, Mais ça, c'est pour tout à l'heure, chers amis. Juste avant, attention, un petit sujet fâcheux qui va beaucoup me plaire. C'est le 9 mars 1949. 49. Ah, ben ça vous dérange pas. Oh non, mais Allez, 74 ans. on le trouve sur Internet, on le trouve partout. Et pas de cheveux blancs, ça va? Non, Mais ça va. ça va, et je ne me tape pas. Vous teignez pas. Ça, le temps qui passe en régent, c'est quelque chose qui vous... Où ça va? Non, mais c'est quelque chose, on peut pas lutter contre, il faut faire avec, donc il faut se montrer intelligent, on fait avec. Et puis, il y a des moments où on a envie, vous savez, des fois je racontais pas, ou je sais pas, madame, mais qu'est-ce qu'on s'en fait? Je veux dire, on peut pas. D'abord, ça traîne partout pour commencer, et puis on peut pas lutter contre les années, donc il faut être philosophe, ça rend philosophe. Comme ça. Puis il faut se trouver des choses à faire, il faut trouver des planètes à conquérir, des. J'ai l'impression que vous arrêtez jamais, à hein, défendre, voilà, et voilà, c'est très bien. Voilà, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées dans votre vie, comme la maladie en régent? Est-ce que ça vous a touché à un moment ou à un autre? Non, la chose que j'ai eue, seulement j'ai eu je vais le raconter parce que c'est une vertu exemplaire. Ça, je ne le raconterai pas. On m'a greffé un foie. Donc, ah bon? Oui, et j'étais très heureux. Je ne savais pas que vous aviez eu une greffe de foie. Et on m'a greffé, il y a une douzaine d'années, et on m'a greffé le foie d'un athlète olympique. Je m'étais renseigné, on n'a pas le droit de savoir, mais je m'étais quand même renseigné, dont les parents avaient accepté qu'il y a eu un accident. D'accord. Ou un accident, et du coup, les parents ont accepté que les organes de leur enfant soient donnés, et moi j'ai récolté le foie. Vous savez que le foie, c'est un élément moteur dans la vie de quelqu'un. Vraiment, c'est très... ça magasine du carburant, ça peut faire plein de choses. Avec un foie, on peut soulever des montagnes. Et je le raconte parce que j'encourage tous les gens, ils devraient dans leur avoir un petit marocain de choses... des choses, c'est que si vous arrive quelque chose de tragique ou quoi, vous devriez pouvoir donner, et je peux le dire, je ne sais pas où est-ce que votre caméra, mais qu'on le dise aux caméras que faites un papier disant que vous donnez vos organes. Vous allez sauver des vies de quantité de gens. Il y a des gens qui attendent. Moi, j'ai attendu qu'on me greffe un foie. Je l'ai attendu pendant presque un an, quoi. Mais pourquoi on ne l'a jamais su? Parce que je ne voulais pas le raconter, c'est tout. Je voulais pas le raconter. C'était suite à quoi, Henri Jean Servat? C'était un cancer du foie? Non, je n'ai pas un cancer du foie. J'ai une maladie du foie. Je ne sais pas ce que l'était. J'avais beaucoup voyagé en Asie. D'accord. On m'avait dit, je ne sais pas si c'était vrai, que c'était des histoires vous savez, on soigne les dents, là, avec des choses, peut-être, je ne sais pas si c'était ça ou pas, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, mon histoire n'a aucun intérêt, sinon que je trouve que j'ai été sauvé grâce à quelqu'un qui a donné ses organes, et ceux qui nous écoutent, c'est un acte à faire, bien sûr, il y a un vrai message. De laisser des familles formidables qui voient leur enfant disparaître, parce qu'on ne greffe pas des organes de personnes âgées, mais des gosses jeunes, tristes, horribles, qui ont des accidents horribles. Quand les parents ont la force d'âme, la force de caractère, d'accepter que soient prélevés les organes essentiels de leur enfant pour les donner à quelqu'un, vous donnez la vie à quelqu'un d'autre. Henri Jean Servat, le moment de l'attente doit être terrible, je suppose. Ah oui, complètement. Parce que vous étiez entre la vie et la mort. Ah ben bien sûr, vous attendez, si le foie n'arrivait pas, mais j'avais, alors je vous raconter ce programme, pour préparer, moi, comme vous savez, je suis pas simple et je suis un peu snob quand même. Ouais. Et alors ce que j'avais fait, dans l'attente de ma greffe de foie, j'avais une valise chez moi, qui était une jolie valise, très chic. J'avais mis dedans des draps vous savez, en coton parfait, tout ce que vous voulez. J'avais une couverture magnifique, en mohair. Maintenant, je ne mettrai plus du mohair parce que c'est une torture pour les animaux. J'avais emporté de la cristallerie, j'avais emporté de l'argenterie pour partir. Et je ne voulais pas être à l'hôpital avec des bols en pyrex. J'étais arrivé à l'hôpital comme le châtelain du Liban. C'est extraordinaire. Mais ça aide. Mais je veux que ceux qui m'écoutent, je dis que ça serve. Vous savez dire que quand vous vous retrouvez dans une chambre d'hôpital, puis les chambres d'hôpital de greffer du foie, vous êtes devant, il y a 40 écrans de télévision derrière vous, vous êtes dans un... Donc si vous avez les cochonneries de verre en pyrex, des machins ou quoi, déjà que le personnel est épatant et formidable et gentil, mais si en plus vous avez avec vous vous avez qu'une envie, c'est de sortir, vous voyez ce que je veux dire? J'avais mes couverts en argent que j'avais apportés, et comme ça, je me sentais... Mais c'est drôle. Une envie, c'est de partir, mais c'est bien, je veux dire, je vous jure que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à sortir encore plus vite. Et habituellement, quand on vous greffe du foie, vous restez à peu près 4 mois à l'hôpital sans en sortir. Moi, j'avais une telle envie, une telle force, une telle détermination que c'est la première fois que je raconte ça. Je suis resté 1 mois à l'hôpital, pas plus.
Et je suis sorti de façon... le médecin m'a dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a guéri aussi vite, qui a récupéré ça aussi fort. Et il ne faut pas être dans un univers misérabiliste. Il faut avoir... Et avant, j'avais écrit un livre, et pratiquement quelques jours avant de partir pour l'hôpital, j'avais pressé sur mon ordinateur pour envoyer le bouquin. Et quand je suis sorti de l'hôpital à bouche en fleurs, mon bouquin avait été imprimé, avait été fait. D'accord, Alors, voilà, mais quelle histoire incroyable. Mais il faut avoir de l'énergie. Hein. Et donc vous avez retrouvé, ce que vous me disiez tout à l'heure, pour les gens qui viennent d'arriver sur C8, la personne qui avait donné le foie. Et c'est vrai qu'en général... Non, je ne l'ai pas retrouvé. Non, j'ai retrouvé. J'ai compris d'où c'était. J'ai su ce que c'était, mais je ne les ai pas vus. Mais je dis peut-être, moi j'adorerais, par exemple, si je donnais les organes de quelqu'un qui m'est proche, de quelqu'un que j'adore, j'adorerais savoir que cette personne vit à nouveau. Ouais. J'ai quelqu'un, moi j'essaierai de le dire, mais pour être franc, je sais que, enfin, j'ai pas le droit de... Mais ça m'a transporté de voir, il faut avoir une force, vous vous rendez compte, vous avez quelqu'un que vous aimez, votre enfant par exemple, et vous acceptez qu'on prélève les organes de cette personne pour les donner à quelqu'un d'autre, et vous sauvez quelqu'un, vous donnez la vie de cette façon-là ou quoi. Il y a quantité de gens qui sont en attente de greffe, mais on ne l'imagine pas. Donc, donnez, faites, qu'il vous arrive rien, bien sûr, mais pensez à faire que il y ait des papiers qui disent que vous acceptez qu'on donne, parce qu'on ne peut pas... Vous allez bien aujourd'hui? Mais est-ce que j'ai l'air de mal aller? Bah non, vous êtes toujours aussi snob. Est-ce que c'est gentil de dire ça? Mais c'est vous qui le dites, c'est pour ça que je me permets de le dire. Parfait. Cher Henri Jean, vous me faites rire. Allez, c'est parti, voici les coulisses de la télé avec Henri Jean, monsieur Henri Jean Servat. Midi libre, Henri Jean. Oui, tout à fait. On commence par ça. Dans votre région natale, si je ne me trompe pas, donc à Montpellier, vous arrivez dans ce petit journal, qui est un grand, évidemment, journal. Et ensuite, vous partez à Paris, vous rejoignez Libération comme critique de théâtre et de cinéma. Et puis arrive l'époque Paris Match. Voilà, parfait, vous avez tout résumé, c'est parfait. Voilà, au revoir monsieur, merci. Je suis arrivé, j'étais un petit provincial qui était ébloui par le cinéma, par tout ce genre de choses. Et puis je voulais partir à Paris. Vous savez, j'étais en Camargue, j'avais du cheval en Camargue, je m'amusais, mais j'ai compris qu'il manquait un truc, voilà, donc j'ai voulu partir à Paris. Et la chance que j'ai eue, j'ai pratiquement rentré tout de suite à Libération. Mais Libération, c'était l'époque où les attaches presse vous disaient, viens voir mon spectacle, vous venez voir mon spectacle. Dites du mal, n'importe quoi, crachez dessus. Ah ouais? Mais on veut être dans Libération. Ah, c'est drôle, ça. C'était le top du top du top. Donc on vous appelait même pour dire du mal? Ah oui, les filles vous disaient, mais je ne peux pas venir, ça ne me plaira pas. Mais non, viens. Non, mais surtout, ce que j'aimais faire, c'est que je faisais les papiers de théâtre grâce à Jean-Pierre Thibaudat, qui était le chef du service théâtre. Et après, j'ai beaucoup fait j'ai fait des portraits d'acteurs, d'actrices. Moi, je suis fou de cinéma. Et j'allais beaucoup rencontrer Viviane Romance, Arletty, Marcel Carné, Annabella, Jacqueline de Lubac, tous les grands acteurs qui étaient côte m'oublie, dont plus personne ne parlait. Et moi, je ne suis pas du tout, j'ai aucune fascination pour les vieilles actrices, craquelées ou quoi, mais j'ai la fascination pour des gens qui ont vécu un destin, qui ont connu une légende, une histoire. Quand vous allez chez Jacqueline de Lubac, elle vous raconte sa chaguiterie, pour moi, c'était une forme de jouissance extraordinaire. Quand moi, j'ai ramené Carnet, qui était fâché avec Arletty, j'ai ramené Carnet chez Arletty. J'ai mis un magnétophone, ça m'a fait 2 pages entières de Libération extraordinaire. Annabella, c'est pareil, Viviane Romance, c'était des actrices qui avaient connu les heures de gloire, plus personne ne savait qui c'était. Moi, je voulais qu'elles me racontassent, si j'ose dire, leur vie, leur existence. C'est ça que je trouvais formidable. C'est vrai que les actrices ont toujours eu des destins incroyables. Je pense notamment, parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Stéphanie Fugain, qui nous expliquait à quel point les paparazzis avaient été intrusifs dans sa vie, même au moment où sa fille Laurette Fugain nous a quittés, et où il y avait des paparazzis qui s'étaient fait passer pour la sœur ou le frère de Laurette Fugain pour rentrer et faire des photos. Et je pensais justement, en préparant votre émission, à Romy Schneider, qui je crois a vécu la même chose. Une horreur absolue. Moi, j'ai eu la chance de ne pas... J'ai jamais fait de papier avec des photos de paparazzi. J'ai eu la chance de ne jamais le faire. C'est vraiment la hantise des personnalités aujourd'hui. Mais oui, mais parce que je veux dire, il y a tellement de gens il y en a tellement qui acceptent, qui vous ouvrent la porte de la salle de bain, de la cuisine, de la remise à linge ou de la boîte à maquillage. Mais ça a des fois aussi plus de sens. Hein. Parce que le problème, c'est que tout le monde s'ouvre à tout. Et aujourd'hui, on est d'accord entre nous, Henri Jean Servat, vous qui vraiment êtes dans le cœur des Français, justement, parce que vous connaissez ces grandes stars dont on va parler dans un instant, il n'y a plus vraiment de stars aujourd'hui qui arrivent. Non, bien sûr, c'est fini. Mais c'est fini depuis quand, en fait? Oui, non, mais c'est fini parce que, vous savez, à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, noir et blanc. Après, il y a eu 2 chaînes de télévision. Il y avait des magazines de vedettes, Ciné-Monde, Ciné-Miroir, Ciné-Revue, qui popularisaient l'image des vedettes. Après, quand il y a eu une prolifération telle qu'il y a eu trop de gens, il y a eu trop de monde, trop de chaînes de télé, trop de magazines... Si je vous parle de télé-réalité, par exemple,
C'est quoi, ça a tué ça aussi un petit peu Oui, il y a ça aussi, mais c'était déjà beaucoup mort auparavant, les dernières. Regardez, par exemple, je n'échappe jamais à la question du style Bardot, Belmondo, Delon. Ouais. C'est légendaire, mais parce que c'est le contexte qui explique que elles avaient elles faisaient des apparitions parcimonieuses, on les voyait pas beaucoup, on les voyait c'est pas ça, comme ça. Elles étaient, voilà, mais non, c'était quelque chose d'extrêmement ténu, d'extrêmement difficile, et c'était pas répandu partout. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est répandu partout. Moi, il y avait, moi, par exemple, je collectionne les anciens ciné-mondes, les anciens ciné-revues. Vous feuilletez les articles, vous retrouvez des papiers sur des gens à l'extraordinaire. Maintenant, il n'y a plus aucun intérêt. Je veux dire, il n'y aura plus même pas des nouveaux Belmondo. Je ne sais même pas à poser la question. Il n'y a pas de nouvel Belmondo, pas de nouveau. Même à Pierre Ninet, c'est pas un nouveau. Si, non, mais c'est un comédien, je trouve formidable. Bien, mais c'est pas à la hauteur. Non, mais si. Mais non, c'est pas qu'ils sont c'est que avant c'était fait pour les diviniser. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, rien n'est fait pour diviniser Pierre Ninet, qui va faire un Edmond Dantès. C'est absolument formidable, et j'en suis certain, puisqu'il vient de tourner le Comte de Monte-Cristo, vient de finir le tournage à Malte, c'est très bien. Mais je pense pas qu'il y a une volonté de s'acharner sur Pierre Ninet comme il y en a eu autour d'Alain Delon. Parce que c'est pas le même. Pierre Ninet, il est partout, il tourne un film, il est le soir même sur Internet avec la dernière photo de tournage ou quoi. Ça, Delon fermait ses portes. C'est aussi la digitalisation de tout ça. Vous savez que le soir, par exemple, un jour, j'étais invité chez Delon parce que je devais faire des bouquins avec lui. Et puis alors, bon, je cherchais pas, moi, j'ai jamais fait d'entrisme obséquieux, pas ça ou quoi. Puis un jour, Delon me dit, bon, ce serait bien, tu vas venir chez moi à Douchy. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs. Ouais. Enfin, bon, mais t'es un peu en record. Et je suis parti bon, il se trouve que j'avais une Rolls. Je suis parti chez Delon à Douchy. Je l'ai acheté une énorme boîte de foie gras, une énorme boîte, pardon, pas de foie gras, quelle horreur, de caviar, chez Caviar Caspia, et j'ai débarqué, c'est pas mieux, vous c'est pas mieux du et tout. je suis arrivé chez Delon comme ça, mais j'y allais, mais comme, je sais pas, comme une pucelle qui allait à son premier mariage, je veux dire, ou quoi. Forcément, c'est Delon, ça reste mais Delon. quand on était acteur, quand on était journaliste de cinéma, quand on aimait les vedettes, vous alliez chez Alain Delon. Je veux dire, c'était il y a 20 ans, mais j'étais frémissant, j'étais comme, je sais pas, comme une rose dans le petit frais matin. Et puis Delon m'a ouvert la porte, vous rentrez dans le domaine, c'est compliqué. Vous montez, et puis vous passez à travers des champs dans lesquels il y a des chevaux, parce que Delon, on ne le sait pas toujours, a recueilli beaucoup de bêtes afin de leur éviter de partir pour l'abattoir. Et il y est toujours, on est d'accord. Ah oui, vous arrivez chez lui là-bas et vous arrivez chez Alain. Moi, il a fait la cuisine, on a mangé dans sa cuisine, on est resté. Et c'est vrai qu'il vit encore dans son passé, Alain Delon. Oui, mais il a vécu un tel truc. Moi, il y a une cathédrale, je crois, chez lui, maintenant, une petite église, c'est ça? Oui, une petite église. Chez Brigitte Bardot aussi, il y a une petite église aussi. Mais je veux dire, pourquoi moi je me suis très bien entendu avec ces gens-là, disons. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais cherché à être obséquieux ni à refaire la main. Mais parce que j'aimais leur carrière. Et par exemple, quand je suis avec Delon, moi, ce que j'ai envie qu'il me raconte, le plan Visconti, le tournage de la scène du bal dans le Palais Barry en Sicile. Je veux qu'il me raconte le plan, comment il tournait, et ça lui dérange pas de parler de travail? Mais non, il ne veut parler que de ça. Il vit de Delon. Vous allez chez Delon, vous connaissez la phrase, le bouquin de Tourguenieff, c'est Souvenirs de la Maison des Morts. Ouais. Delon, il a que la bouche emplie de ses partenaires. Il a la bouche emplie. Il a par exemple, il a une salle. On peut le raconter. Il a un petit village avec plein de petites maisons. C'est chez lui, c'est tout son domaine. Là, je sais pas, 120 hectares le domaine. Alors il a un petit village en haut avec plein de petites maisons. Il y a une maison, c'est sa salle de projection. Il a une copie de tous ses films en 35 mm qu'il est là. Ah bon? Il a des souvenirs de cinéma accrochés au mur. Et il a le souvenir d'un film qu'il a tourné avec Brigitte Bardot qui s'appelle Amour célèbre. Il a accroché, il a punaisé au mur. Il a accroché la robe de Brigitte Bardot dans le film. À la limite, Brigitte Bardot. Incroyable, toutes ces histoires-là. Elle s'en fout, Bardot, de sa faute. Ouais. Mais Delon, il a ça, il a gardé ses souvenirs. Mais Delon, moi, je m'étais assis à côté de Delon, que je regardais un amoureux dans le bon sens du terme, bien évidemment. Et il me racontait Lucchino Visconti. Mais moi qui suis fou de Visconti, qui suis fou de la carrière de Delon, son passage à Hollywood, quand il a tourné Hollywood, il tournait à la Rolls-Royce jaune avec Shirley. Il me racontait ces tournages-là. Moi, j'étais le meilleur public, et je suis toujours pour ça, le meilleur public. Et souvent, on me demande, je ne sais pas si comment vous avez fait pour être copain? C'est vrai que je suis copain beaucoup et que j'habite à la Madrague. Mais je veux dire, j'ai fait... Je connaissais leur histoire par cœur et je voulais qu'ils me la racontent. Oui, mais j'écoutais bien, quoi. Voilà. Comment on peut perdre, par exemple, la confiance d'Alain Delon en faisant une photo dans sa maison, en lui demandant une photo, et là où il se rend compte que... Oui, mais moi, je pense pas, j'ai pas perdu sa confiance. Non, mais c'est une question. C'est-à-dire que oui, mais il faut pas le trahir. Bon, il faut pas le trahir. Le trahir, c'est quoi? C'est faire une photo avec lui, par exemple? Le trahir, non, pas faire une photo avec lui. Il est content. Non, c'est raconter des trucs qui lui plaisent pas.
il a confiance en vous, il ne faut pas que vous perturbiez sa confiance. Voilà. D'accord, Moi, ok. je sais que... Non, mais on n'a pas envie. Moi, je trouve que les gens, ils me font vivre à un niveau bien. Je veux dire, Belmondo, c'était pareil. Moi, Belmondo, il m'a écrit la préface d'un bouquin pareil sur Hossein. Il a fait plein de choses très bien. Ils font vivre à un tel niveau. Moi, je sais qu'ils m'ont tellement fait vivre. Bah, écoutez, j'ai fait une licence, une maîtrise, un doctorat de lettres, j'ai fait quoi? Mais moi, j'ai appris, je sais pas, à boire comme de l'ont fait, à boire. Aussi de passer le doigt sur les lèvres. Il y a Il plein boit de choses comment, comme dedans? ça. Ah, mais vous le ferez tout à l'heure. alors. Ah d'accord, bah vous allez nous le faire juste après la pub, cher ami. On se retrouve dans un instant. On va parler de Karen Cheryl, parce qu'il me semble qu'on a une petite info à vous donner sur les Grands du Rire, sur lequel vous avez participé, cher ami. Oui. Excusez-moi, je perds mes mots. Cher Henri-Jean Servat, on se retrouve dans un instant sur C8. J'ai un petit souci de mémoire, tout va bien, j'ai que 34 ans. On va aussi parler de ce moment sur CNews, pardon. Vous êtes un petit peu écharpé, même voire beaucoup, avec Elisabeth Lévy concernant la corrida. Attention, il ne fallait pas toucher à la corrida. Henri-Jean Servat en a fait son affaire. C'était il y a quelques jours sur CNews. On se retrouve dans un instant avec les questions cash. À tout de suite sur C8, chers amis, avec Henri-Jean Servat. Vous êtes sur C8. Excusez-moi, je suis en fou rire avec mon invité parce qu'il me fait rire. Voilà. Vous êtes sur C8. Merci d'être avec nous, chers amis. Deuxième partie avec Henri-Jean Servat qui me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre petite Non, barbe? je vous écoute religieusement. Oui, mais Non, vous me non, disiez quoi là tout de suite? Donc, généralement, quand je viens dans votre émission, il y a deux questions que je me prends dans le nez chaque fois Ouais. et qui font des débordements, des sarabandes et des scandales à après de quoi. J'attends si elles vont venir, c'est tout, mais je ne voulais pas vous les dire. Alors, je pense qu'elles vont venir. Mais je ne sais pas quand. Juste avant, parlons d'un sujet quand même que j'aime beaucoup. C'est parce que c'est Karen Cheryl. Franchement, on adore Karen, qui, je crois, va repartir sur une nouvelle saison avec Monsieur Bernard Montiel sur C8. Alors, vous savez que Karen, ça a été moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens dans mon existence. Je crois que l'un des êtres les plus exquis avec qui j'ai travaillé, j'ai vécu avec Karen Cheryl pendant pratiquement 17 ans. 17 ans, c'est Ouais. quelque chose dans notre émission. Le matin, on arrivait, on faisait toute la journée. Là. Jamais un mot gentil, jamais jamais De un toute façon, mot. je garderai que ça. Non, mais jamais un mot haineux, jamais Ouais, un mot ouais, très douce, désagréable, jamais un mot. C'est quelqu'un qui, elle a un mari qu'elle aime, elle a un fils qui est aux États-Unis. Il est sur Europe 1 d'ailleurs. Elle est apaisée. Ayant vécu ce qu'elle a vécu, il ne faut plus jamais lui en parler. Il faut plus jamais. Elle ne parle que de choses. Elle est apaisée, elle est sereine. Ne dire du mal de personne. Elle a réglé tout ça. Ouais. Je trouve ça absolument formidable. Ouais. C'est-à-dire Et- que maintenant, elle s'appelle Isabelle Morizet. maintenant, Elle ça. joue à Isabelle Morizet, elle fait son émission sur Europe. Mais vous, à l'époque, c'était Karen Cheryl. C'était Karen Cheryl, elle l'appelle Karen. Et moi, j'étais très, très heureux avec elle, toujours gentille, toujours. Vous savez, il y a des gens, vous vivez un peu avec eux, qui accablent, ils sont méchants, ils ont. Elle était toujours là, ouais. Mais c'est vrai qu'elle est très douce. C'est pas le cas. Et alors, je suis très content, puisque il faut dire mal de le dire, moi, j'ai pas voulu refaire cette émission. Je l'ai faite pendant 17 ans. On vous l'a reproposé? Ben oui, j'habite en province. Ah, d'accord. Je voulais plus la Donc, on vous l'a proposé, je d'accord. voulais pas la refaire, et bonne chance que tout se passe bien, mais il fallait venir à Paris, je veux dire. Vous la regarderez quand même. Oui, mais pas ça, je suis leur invité. Ils m'ont invité pour les bouquins sur Belmondo. Ah, bah on a un premier invité déjà, c'est bien. Ils m'ont invité, je devais être le premier invité. Je crois que D'accord. ça tourne en ce moment. Il se trouve que j'étais pas à Paris le jour de la première, mais je suis invité et je souhaite bonne chance et ravi, et j'embrasse Montiel, et j'embrasse ma Carinette chérie, bien sûr, bien évidemment. Yves Lecoq, on embrasse très fort aussi, avec qui vous Et avez bien sûr. travaillé. Mais Yves, je travaillais pas, on n'était pas sur le plateau ensemble. Yves Il va Lecoq. bien, Yves Lecoq. Alors ça, je veux dire, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Pas de mais nouvelles. C'est un garçon que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Il a beaucoup de talent et que j'aime beaucoup. Attention, sujet fâcheux, c'est parti. On part tout de suite sur une photo. Alors, pour l'instant, tout va bien se passer, puisque on va parler de William Lémergie, que vous adorez, et je le sais. Oui, c'est vrai. Bon, en plus, j'ai dîné avec lui hier soir. Voilà, bon, bah, écoutez. dans la même salle que lui. Et William Lémergie, vous avez connu de très jolies années avec lui sur Télématin. On l'embrasse, William Lémergie. Surtout qu'en plus, moi, je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'avais été invité à plusieurs émissions de Télématin ou de l'émission qui suivait après, là, dans laquelle il y avait Sophie. Et c'est William qui m'a téléphoné un jour, j'ai pas fait de l'entrée pour venir, il m'a dit « Henri-Jean, je voudrais que tu viennes dans l'équipe de Télématin. » Et je suis venu et il m'a confié la rubrique des stars, des célébrités, ça s'appelait Carré VIP. Et je suis resté quand même pendant 17 ans, Ouais, 17 ans. avec Lémergie, sans un mot désagréable, sans un cri pareil. amour, ouais. Non. La télé à Très l'ancienne pro, aussi. Très c'est- pro, Ouais. connaissant, vous laisse.
te laissant parler, réglant ses histoires, vraiment très bien. Alors, si vous dites ça, c'est parce que ça s'est beaucoup moins bien passé avec un autre animateur qui s'appelle Laurent Bignolas. Il est venu nous voir sur ce plateau il y a quelques mois. Et la moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, il n'a pas un super bon souvenir de vous. On va regarder cet extrait et vous allez pour la première fois... J'ai jamais vu cet extrait. On me l'a beaucoup dit, mais je l'ai jamais vu. Eh bien, vous allez avoir le plaisir de le regarder, c'est que du voir. bonheur. Regardez, Laurent Bignolas parle d'Henri Jean Servat dans le Télématin. Qui était un bouffeur chronophage de temps. Alors je le dis en rigolant, mais il m'a mis dans des colères incroyables. Ah ouais. Ah là là. Il prend trop de temps. Mais il prenait du temps et il bouffait le temps des autres. Il n'en avait rien à faire sur des sujets qu'il choisissait sans écouter. Et on ne pouvait pas lui faire choisir un sujet, on ne pouvait pas lui demander de traiter un sujet. Il l'imposait, lui, mais parce que c'était le fonctionnement. Oui, c'était... Ouais. Et il avait, par exemple, 2 minutes de plateau, il en prenait 4 et on ne pouvait plus l'arrêter. Et il continuait. Là, ça a été loin. Ah je me suis engueulé avec lui. Je dis, là, c'est toi ou c'est moi, mais ça peut pas durer comme ça. Ah, carrément, c'est toi ou c'est moi. Oui. Alors peut-être que, voilà, alors là, mais pour qui se prend-il? Mais non, mais parce que, je dis, tu te rends pas compte. Je dis, c'est les chroniques des autres qui disparaissent. Oui. Et vos chroniques, vous êtes bien payés pour les faire. Oui. Et s'il y en a un dont la chronique saute, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, comment tu gères le truc? Bien sûr. Je dis, t'as pas le droit, faut respecter les gens. Respecter tes collègues, tes confrères. Faut respecter les gens. Non, mais alors une chose, d'abord, c'est un menteur. C'est un menteur, ouais. Oui, c'est un menteur total, parce qu'il ne m'a jamais dit ce genre de choses. J'ai eu une fois vaguement une algarade avec lui, sans plus. En plus, c'est tout. Il n'avait pas. Mais je suis absolument. Je m'insurge en fou et je m'en fous. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait maintenant? J'en sais rien. Mais le plus fort, c'est que je devais être le seul dans Télématin à ne pas comploter contre lui. Tout le monde complotait contre lui. Ils lui ont piqué la moitié de son bureau, ils lui ont enlevé ses porte-manteaux, ils lui ont fait toutes les histoires. Ah bon? Et tout le monde voulait prendre sa place. Ah ouais. Moi, j'ai jamais voulu place, je l'ai jamais. Moi, je voulais faire mes trucs tranquilles, mais il me reproche quoi? Il me reproche d'aimer et de connaître mes sujets. Il choisit. Mais bien sûr, heureusement, encore heureux que je choisissais mes sujets. C'est différent ce qu'il dit. Il dit qu'en effet, vous aimez vos sujets, mais vous mangiez le temps des autres. Mais c'est pas vrai, en plus. D'abord, vous savez ce qu'on avait fait, ce que Bignolas avait imposé à un moment ou l'autre. Moi, j'ai toujours fait, pendant 17 ans, tous ceux qui ont fait Télématin avec moi, j'ai eu les meilleures relations du monde avec lui. J'apprécie qu'il veuille peut-être me fâcher avec eux, mais c'est pas vrai. J'ai jamais eu des commentaires de personne. Jamais. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai jamais eu de note. J'ai fait tous mes sujets par cœur, tout seul. Je les avais dans ma tête. J'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit. Bien sûr que je parlais, mais moi je choisissais, je faisais un sujet sur Jacqueline Bisset, je faisais un sujet sur la reine de Suède, je faisais sur le vieil Hollywood, je les connaissais par cœur, mes trucs, même pas besoin de me dire. Donc quand on me faisait signe moi j'aurais pu parler 14 minutes ou 15 minutes, mais quand on me faisait signe de m'arrêter, je m'arrêtais. C'est un menteur, il ne m'a jamais dit, j'ai jamais eu d'algarade avec lui, il n'a jamais rien dit. Une fois, il a un peu pesté. Pourquoi? Écoutez, il n'a jamais fait de sujet, il nous a même montré ce qu'il savait faire, rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi il vient rallumer un climat comme ça. J'ai strictement rien contre Bignolas. Mais je devais être un déçu qu'il devait être le plus gentil avec lui. Je ne complotais pas contre lui. Mais ça a été vraiment terrible contre lui, parce que moi, il m'a dit dans l'émission que j'ai reçu des sauts de merde dans la gueule. Ah mais oui, ça c'est vrai. Mais pas de moi. Pas de moi. Pourquoi autant de violence auprès de cet animateur? Mais parce qu'il est arrivé, parce qu'il a dérangé les choses, parce que d'abord, il y avait les anciens assistants ou assistantes de l'énergie l'ont écarté, l'ont mis dans un bureau. Il était tout seul dans son bureau. On lui a fait couper le bureau divisé en deux. Donc il vivait carrément dans un placard. Il présentait pas. Moi, j'avais strictement rien contre lui. Je découvre aujourd'hui ce tombereau de méchanceté qui ne rime à rien du tout. Mais en plus, vous savez, ce qu'on avait introduit, je crois, pour Bignolas, ce qu'on avait introduit pour lui, c'est qu'il y avait quelqu'un en plateau avec une oreillette qui lui parlait dans son oreillette, afin qu'il eût du répondant quand on disait quelque chose. Moi, je pouvais parler, je connaissais mes sujets. Peut-être il arrivait, mais si ce qu'il disait, c'était pas intéressant, moi, je connaissais mon sujet sur la cour de Barcelone, sur les grands d'Espagne, sur ce que vous voulez ou quoi. Je faisais mes sujets par cœur, je les connaissais. J'ai pas besoin qu'on me... Et l'énergie n'avait pas besoin de ça. Et il y avait quelqu'un qui, en coulisses, avait des dictionnaires ou quoi, et donnait afin qu'il y ait une réponse correcte ou quoi. Mais d'accord. C'est une sortie que je trouve complètement stupide. Et je m'en fous. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? Non, pas du tout, c'est pas vrai. La nouvelle version... L'histoire à juger. Il n'est plus à l'antenne aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une nouvelle équipe, celle de Télématin. Est-ce que vous regardez Télématin? Non. Non, mais je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que non, mais j'ai rien contre eux. Non, mais je les aime bien. Non, mais ce que je veux dire, j'ai jamais comploté, j'ai jamais rien fait. Ça ne m'intéressait pas, je m'en fous. Mais j'ai quand même pareil, Télématin, j'ai passé 17 ans. J'ai chose à faire. Ils vous ont demandé pour cette saison? Ah non, mais moi j'avais une limite d'âge, je ne pouvais plus continuer.
Moi, je suis sorti de Télématin, j'ai pas eu de conflit avec eux. Je suis sorti de Télématin parce que j'avais une limite d'âge. Je pouvais plus continuer à faire de la télévision, passer un certain âge. Donc voilà. Puis en plus, mais je suis parti, j'ai fait d'autres trucs et c'était très sympathique. Mais Elle est bien, la nouvelle version? Mais je sais pas, j'ai jamais vu. Mais jamais vu parce que moi, ça m'a agité. Je vois que la rubrique que j'avais, ils l'ont supprimée. Il n'y a plus de célébrités, il n'y a plus de grands gens. Ils invitent des comiques ou des choses comme ça, ou des gens, mais maintenant c'est fini. Mais c'est un autre. Le monde change, le monde évolue. Je n'ai aucune acrimonie, j'ai aucun tout. Bonne chance que tout se passe bien. Je suis passé à autre chose. Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Allez, on a une petite photo de quelqu'un que vous aimez bien. Ça dépend. Ah bah là. Ah oui, sublime. De quelqu'une que j'adore, sublime. Isabelle Adjani, Brigitte Bardot. Ensemble. C'est la seule fois de leur vie où Brigitte et Isabelle se sont réunies, c'était à Saint-Tropez. J'étais parti avec Isabelle pour Saint-Tropez, on avait pris l'avion tous les deux, on est partis tous les deux ensemble. On avait été paparazzés d'ailleurs à l'aéroport, on avait pris Isabelle et son chevalier Servat, je me souviens, il y avait un papier. Et je voulais les faire dîner toutes les deux, parce qu'on partait avec Isabelle à un festival de cinéma à Montréal, ou à Toronto, peut-être plus encore, ou à Montréal, je ne sais plus. Et Brigitte voulait que Isabelle relayât son combat en faveur des bébés phoques. Voilà, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et alors, j'ai dit à Isabelle, tu sais, Brigitte aimerait ça beaucoup, est-ce que je veux bien aller la voir, quoi. Et donc, on est parti à Saint-Tropez exprès pour rencontrer Brigitte. Et ce que j'ai fait, extraordinaire, parce que on va encore dire les prétentieux, quoi, mais ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite crique très jolie à Saint-Tropez. J'ai commandé un repas au grand cuisinier de Saint-Tropez, qui était Christophe Leroy. Ah oui, bien sûr. Oui. Il a livré le dîner, et on a dîné. Il y avait donc Brigitte, Isabelle, moi, il y avait le mari de Brigitte, qui est venu, et il y avait une photographe de match que j'ai appelée, qui n'était pas loin, que je lui ai dit de venir faire la photo. Et on a dîné face à la mer, tous les quatre, un dîner absolument exquis, délicieux et gentil, et Brigitte et Isabelle, je les avais face à moi, je m'étais mis en face, et je les regardais toutes les deux. Oh, c'était un bonheur, oui. Vous êtes fait une scène de cinéma. Mais c'était extraordinaire, voilà. Vous avez été sur CNews il y a quelques jours, on va regarder l'extrait, et ça a pétaradé, quoi. Non, avec Elisabeth Lévy. Même pas. Regardez. Et pourquoi vous aimez la corrida, vous? Oh non, on n'ouvre pas la corrida parce que ça va durer pendant 2 heures. Oui, parce que je trouve que c'est un spectacle extraordinaire. C'est un art. Il y a des idioties pareils. Oui, ben d'accord, mais arrêtez de m'insulter si ça vous ennuie pas. D'abord, je connais plus que vous. Vous remplissez causeur avec des pages, vous n'y connaissez rien du tout. Alors, vos insultes, vous voulez garder si ça vous ennuie pas. Non, mais oh. Et vous arrêtez de me traiter d'idiote parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Et je trouve que la corrida est un art. Je n'ai pas dit que j'étais idiote, je l'ai pensé. Je n'ai pas dit que vous étiez idiote, je l'ai pensé. Eh bien, très bien. Je vous remercie. Votre galanterie vous égare. C'est vrai, là, en c'est vrai que vous n'avez pas été très galant. Mais non, mais enfin, Madame Frisette, elle est folle. Je veux dire que, vous savez, quand on défend vous ne pouvez pas dire qu'elle est folle. Elle a le droit de défendre la corrida. Non, c'est pas ça. Quand on défend les animaux, moi je sais que je défends les animaux. Et je ne peux pas, on ne ferait pas admettre à quelqu'un qui aime les animaux que le fait de... Ce n'est pas une tradition, c'est pas de l'art, c'est pas de la culture. De faire rentrer un mammifère dans une arène, la bête pèse pratiquement 450 ou 500 kilos, et vous l'avez affaibli, la bête, avant qu'elle ne rentre dans les arènes. Et on a quelqu'un qui va m'expliquer que c'est de l'art, parce qu'on va foutre des barres de fer jusqu'à 30 cm dans le corps de cet animal, avec des crampons qu'on lui fout sur le dos. Et Bécassine te dit que c'est de l'art. Non mais attends, je méprise, je n'ai aucune considération, je n'ai aucun respect, je n'ai aucune estime pour quelqu'un qui t'explique qu'on a le droit et qu'on peut martyriser un animal. C'est interdit partout de le faire. Il y a une exception culturelle, je veux dire, quoi, là. Je trouve vous êtes excusé ou pas du tout? Mais pas du tout, je m'excuserai jamais. Pourquoi? Pascal Praud vous a demandé... Mais je n'ai pas voulu m'excuser, je ne peux pas m'excuser. C'est quelqu'un que je méprise, quelqu'un qui parle de la corrida. Elle a qu'à dire, bon, j'aime la corrida, après c'est fini, mais elle en fait des tonnes, mais elle fait ce qu'elle veut. Vous êtes parlé en sortant du plateau? Mais non, pas du tout. Mais il y a des gens, je veux dire, j'ai plus 20 ans, il y a des gens que j'ai plus envie de parler, des gens comme ça, c'est tout. Après, vous êtes d'accord, Roger Servat, que quand elle dit de l'art, je comprends ce qu'elle dit, moi. Vous comprenez ce qu'elle dit aussi? Non, je le comprends pas. Non, je comprends pas. L'art de la corrida, c'est un art. Il y a 80% des Français qui n'en veulent plus de la corrida. Oui, mais ça a été un art, vous êtes d'accord? Mais ça n'a pas été la culture. Parce que des gens qui avaient la cervelle fêlée, je veux dire, ont trouvé ça. Comment on peut aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, les saloperies qui se passent dans le monde, tout ce qu'on peut, mais comment on peut brôner, c'est de la torture d'un animal. Alors moi, je vais vous dire, je suis pas pour la corrida non plus, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Mais moi, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Ça. Puis moi, je m'en fous ce qu'elle dit, pour être franc. Bon, comme ça, c'est aucun respect ni considération pour des gens qui considèrent qu'on a le droit de torturer un animal vivant dans une arène. Ça, je ne comprends pas. On embrasse quand même Elisabeth Lévy. Moi, je l'embrasse pas. Sur CNews.
Les questions cash, c'est Mais maintenant. elle n'est pas la seule, elle n'est pas là, pas qu'elle. Hein. Avec Henri-Jean Servat. Allez, c'est parti. Ah, c'est maintenant les questions cash? Oui. Quand on s'appelle Henri-Jean Servat, on a combien de retraites? Oh, j'ai pas grand-chose de retraite. Je dois avoir, je vais faire les gens. À peu près, je sais pas, 5 000 euros, à peu près. Pas grand-chose. Non, mais pardon, non, par rapport, non, Oui. non, C'est la retraite presque maximum. Non, mais par rapport à ce que j'ai gagné, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que ça par mois. Oui, bien sûr, Voilà. oui, non, ça je comprends. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Parce que j'avais une petite société, j'ai gagné de l'argent avec des livres ou quoi. Ouais, Alors, ouais. je me Les connais- livres, ça cartonne, hein, ça. Non, mais à bien chaque sûr, fois. non, ça, Surtout quand c'est des stars. Et bien sûr que c'est énorme de gagner ça, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce que il y a des mois, j'ai gagné beaucoup plus d'argent, bien sûr. La chose la plus folle que vous avez vécue avec une personnalité. Oh, le dîner Bardot à Gianni, Ça, c'était très fort. C'était vraiment assez fort. La fois où vous auriez pu aller en prison, Henri-Jean Servat. Oh, jamais. Jamais. La personnalité qui ne peut pas vous encadrer. Catherine Deneuve, Ah, elle vous déteste. cordialement. Encore aujourd'hui. Je sais pas, faut lui demander. Et la raison, c'est, en 2 mots. Mais non, parce que moi, j'ai jamais, je me suis jamais fait payer pour présenter une soirée de charité. Ah, Jamais. et elle s'est fait payer pour. Et ça. une fois, j'ai eu le malheur de le dire, et j'avais été très choqué de voir que je présentais une soirée mondaine avec la princesse de Fürstenberg. On s'était déplacés, j'avais payé le taxi à mes frais, j'avais tout ce qu'on avait. J'étais là, consacrant mon temps. Et ça m'avait agacé. Mais le temps est passé, mais je croyais elle avait oublié, mais je crois qu'elle n'a pas oublié. Mais... Comment vous savez qu'elle n'a pas oublié? Ouais, parce que j'entends des rumeurs de temps. Mais je m'en fiche, je m'en fiche. Le Je ne veux pas perturber. Je reconnais le talent, l'actrice, Oui. le parcours, la carrière, c'est formidable. Enfin bon, alors, pas d'intérêt, sans intérêt. La fois où vous êtes embrouillé avec un politique, est-ce que c'est arrivé? Je sais que Ah vous oui, êtes. oui, c'est arrivé. Je m'embrouille avec Estrosi en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est Je passé? me suis embrouillé avec Estrosi, je m'embrouille avec lui, je m'embrouille ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Estrosi? Non, mais il s'est passé, mais je crois que ça va être fini parce que j'ai dit 2-3 choses qui n'ont pas plu alors que j'étais son conseiller municipal, Ah oui, d'accord. délégué aux animaux et délégué au Oui. cinéma. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben il m'a viré de mon bureau. Il m'a retiré mes délégations. Il m'a retiré de mes délégations. Et surtout, j'avais le plus beau bureau de la mairie de Nice. J'avais un bureau, j'avais des affiches de cinéma extraordinaires, des collections, des objets, tout ce qu'on pouvait souhaiter de beau. Et vraiment, voilà. Mais c'était- Henri-Jean Servat, combien vous étiez payé sur Télématin par chronique? Je crois que c'était une très belle somme. Ce que nous avait dit Laurent Bignolas, hein, que tout le monde était très bien payé là-bas. Alors, je ne veux pas faire la coquette, mais je pense qu'on doit être payé, je crois, je dirais 700, 800. 800 € la chronique. Non. Si, si. Non, Vous l'avez j'ai dit. aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Non, ce que je veux dire, c'est que non. Je vais le prendre autrement. Je faisais 2 chroniques par semaine. Ouais. Je devais gagner 7 000 ou 8 000 € par mois. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez... Je suis prêt à rechanger. C'est Ouais. les souvenirs que j'ai en tête. Je sais combien je gagnais par mois. Voilà. D'accord. Combien... que combien dans Vous ma êtes tête? obsédé. Je suis obsédé, ça c'est clair. La chose, par vous, la chose que vous aimeriez que les gens disent le jour où vous serez plus là, quand vous disparaîtrez, Henri-Jean. Le souvenir que vous aimeriez lester. C'est moralement qu'il avait ses élégances. Ouais. Je suis très sensible à tout ce qui concerne l'honneur, à Ouais. tout ce qui concerne ne pas faire de faux pas, ne pas heurter les gens, ne pas blesser les gens, préserver les animaux et se comporter avec du panache. Vous savez, j'étais scout. Et j'adore les gens qui ont du panache. Quel est le message que vous passeriez face caméra à Catherine Deneuve, si vous pouvez lui en passer un? Catherine, je suis un peu mari de ce qui s'est passé, mais j'ai rien fait de mal. Vous avez pris vous êtes monté sur vos grands chevaux, si je peux dire, pour cette histoire-là. Ça n'a peut-être pas été élégant, ça n'a peut-être pas été gentil de ma part de le dire, mais j'étais tellement agacé parce que j'ai venu une soirée, j'ai vu qu'il y avait Annie Girardot, il y avait Cardinal et Françoise Arnoul qui étaient venus à la même soirée, gentiment, comme ça. Elles avaient payé leur taxi pour venir et ça m'avait un peu agacé. Mais cela dit, je n'ai jamais attaqué la femme de Deneuve, j'ai jamais attaqué l'actrice. Je trouve que c'est une actrice, moi, même des fois, je regarde des films de Catherine Deneuve qui m'impressionnent, qui m'amusent, qui m'éblouissent Ah bah, c'est et qui bien. me charment. Voilà, mais je regrette. Mais voilà, c'est comme ça. La vie, on a ses fêlures, ses blessures, on a les choses qu'on a. Mais j'ai pas voulu. Si j'ai fait du mal, mais d'ailleurs, je vais vous dire, un soir où je lui ai dit 2-3 choses publiquement dans un restaurant, dans un endroit, je lui ai envoyé un mot, D'accord. disant que je ne présentais pas mes excuses, mais mes regrets. Et elle a répondu? Oui, elle m'a répondu. Elle vous dit Et j'avais quoi dit, je dis, pouvons nous voir et buvons Ouais. un verre. Et elle m'a donné un rendez-vous. Elle m'a rappelé le lendemain, mais j'étais à la Scala de Milan avec Carole Bouquet. On Ouais, a trouvé d'accord. un truc. Donc vous l'avez Elle m'a planté? dit, non, je ne l'ai pas planté. Et du coup, je suis allé rencontrer à l'hôtel Lutetia. D'accord.
Et on a parlé gentiment. Je lui ai dit, écoutez, moi, ça me choque beaucoup. Je lui ai expliqué Ouais, d'accord, que ok. j'ai été greffé du foie. Je D'accord. suis allé faire des conférences sur D'accord. ma maladie. J'ai payé mon avion, j'ai fait mes trucs moi-même. J'ai trouvé que c'était pas... Voilà, puis ça l'a pas... On s'est quittés... On s'est quittés pas réconciliés, pas fâchés, mais voilà. Mais c'était idiot, je le regrette. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça qu'on attendait depuis 1h30. Allez, c'est parti, voici l'arrivée du Père Noël. Henri-Jean Servat. Ah oui, je vous ai... Non, mais j'ai pas... Je veux pas vivre pour faire du mal aux gens. Bien voilà, sûr. c'est pour ça. Voilà. Alors, une Bonjour danse... Jordan. bonjour. Monsieur Bonjour, Henri-Jean Père Servat. Noël. Vous le connaissez bien? Qu'est-ce qu'il fait lui encore là? Oh, Je ben, l'avais on va déjà le dit de mettre pas là. rester. Là, faut que je fasse tout dans C'est cette moi le baraque. Père Noël, moi et le seul, le vrai. Oh là là, vous êtes remonté, vous. Oui, je suis très remonté après Monsieur Jean Servat. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Jean Servat. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je passe chez vous pour livrer des cadeaux que je ne trouve pas et que je suis obligé d'aller aux États-Unis pour vous trouver. Parce qu'il te l'a peut-être pas dit, mais Monsieur Jean Servat s'est passé un super Noël avec l'homme à l'époque le plus puissant du monde. Ah bon, avec Eh qui? ben oui. Ouais, c'est vrai. Du monde? C'est Mais vrai. oui, tout c'est à fait, qui? je dis bien du monde. Mais non, parce que je suis, comme chacun, un carnet d'adresse un peu joli ou pas. Moi, dans mon carnet d'adresse, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'ai écrit les mémoires. Ça devait faire une mini-série télévisée qui était la baronne Marianne Brandstetter. Ah. Qui est une femme qui a une vie D'accord. mondaine et caritative Ouais. très importante. Et Marianne a un appartement à New York, sur Central Park. Elle a une maison à Miami Beach, sur la plage et tout. Et elle m'a invité un jour à passer une année de festivités de Noël chez elle. D'accord. Et nous sommes allés, donc, et elle était invitée, elle dit, je t'emmène avec moi le soir, je suis invité le soir de Nouvel An. D'accord. Et nous sommes allés passer le Noël, donc, à Mar-a-Lago, le Noël, enfin, c'était un soir, Ouais. à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est la maison dans laquelle habitent Donald et Ivana Trump. Ah, d'accord. Et nous avons Oui. fait un soir, et à l'époque, il était milliardaire, il n'était pas encore président D'accord. des États-Unis. Et donc, avec la baronesse Marianne, elles avaient des chapeaux comme des caplines, comme des abat-jours. Ah ben, je vois tout de suite l'image. Et c'était sur la plage à Miami, plage de soleil magnifique en maillot de bain et tout. Et il y a eu donc un dîner de Noël auquel il y avait Ivana Trump, qui était vivante à l'époque, et il y avait Donald Trump qui était là. Et j'ai passé, voilà. Et j'ai, voilà, un Noël que j'ai vécu, c'était un Noël. Ben, vous avez dû avoir un beau cadeau, non? Non, pourquoi non? Pourquoi Bah, c'est le plus riche de... Je le faisais le cadeau de ma présence. Ah oui, quel beau cadeau. Eh ben moi, je vous fais cadeau de sa présence. Tiens, allez, hop, je vous laisse repartir avec. Voici mon cadeau de Noël à moi. Qu'est-ce que je suis content de me débarrasser de ce Père Noël. Merci Henri-Jean. Allez, Mais bisous. vous avez un amour. Je rends classe. J'ai rarement vu quelqu'un, honnêtement, je peux le dire, qui travaille ses interviews comme vous, parce que vous connaissez les choses. Vous dites deux, trois grosseries gentiment, mais dites avec un peu d'élégance, avec beaucoup de vernis. Et donc, j'ai rarement vu quelqu'un. Vous allez aller loin. Vous avez des dents qui râpent le parquet. Vous avez- Oh, j'étais sûr qu'il allait sortir une horreur. C'est Rastignac, c'est Rastignac. Je suis ravi de m'être fait brosser le portrait par Henri-Jean Servat. On se retrouve dès demain sur C8, chers amis. N'oubliez pas que le livre Robert Hossein, Un homme de bien, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Allez, bisous. Merci. Vous êtes ronchon, mais je vous aime bien quand même. Merci. Demain sur C8. Ciao.